c'est le Culture Mag. Vous aimez la philosophie, vous en avez fini avec Freud, vous aimez la liberté, les libertins, les libertaires, la Normandie, les animaux, l'éducation intelligente et les bons légumes du jardin. Dieu, c'est pas votre truc. Alors, si vous avez coché au moins une case, bienvenue. Nous recevons aujourd'hui un intellectuel, un philosophe, essayiste, prolixe, aux 1000 préoccupations. On le taquine un petit peu, mais on est bien content de vous recevoir. C'est l'artisan et le créateur des universités populaires, des lieux ouverts à tous, sans distinction, où l'on y prodigue, sans entrave et gratuitement, des idées et des idéaux et des idées. Michel Onfray en a plein. Il est l'invité du grand entretien. Ça vous va comme présentation? Parfait. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, non, mais c'est vrai que vos centres d'intérêt donnent absolument le tournis. Quand on tape votre nom sur Internet, c'est vertigineux. Vous allez nous aider un petit peu à comprendre le monde qui nous entoure d'un point de vue philosophique. Est-ce que l'époque, c'est une source d'agacement permanente ou une source d'inspiration quand on voit tous les sujets que vous avez traités dans vos livres? Les deux, inspiration et agacement. Inspiration parce que le monde est beau, parce que la vie est formidable, parce que la nature est fantastique, parce que les gens sont extraordinaires, parce oui, que... Ça, ah si, mais attendez, on est vivant. Oui, oui, on est vivant, c'est pas faux. Vous savez, on s'en aperçoit quand on est malade, quand on est mourant. J'ai perdu ma compagne il n'y a pas longtemps, je sais ce que ça veut dire, être dans la souffrance de la douleur pendant des années ou ce genre de choses. Donc d'abord ça, des choses extrêmement simples. L'émerveillement, la beauté, la nature, la mer, les oiseaux, les odeurs, les parfums, etc. Oui, enfin il y a aussi des idées que vous maniez. Oui, mais il ne faut pas oublier... J'aime les idées qui ramènent à la nature et pas les idées qui nous éloignent de la nature. Et souvent les bibliothèques, elles s'intercalent entre nous et le monde. Et on ne sait pas aimer directement, on ne sait pas regarder directement, on ne sait pas penser directement. On est médiatisé, alors on médiatise avec Freud, avec Marx, avec je ne sais pas quoi, avec la Torah, très médiatisé. avec la Bible. Ça vous va cette médiatisation, ça vous va. Oui, quand je dis médiatisé, je ne pense pas aux médias, je pense à ce qui fait le passage. Le média, c'est le passage, c'est la transmission. Et Michel Onfray, parmi les sujets, il y a également la société dans laquelle on est, cette société moderne, Internet. Vous avez un blog, vous avez un site et vous tweetez. On a regardé vos tweets, ils sont hilarants. Est-ce que pour un philosophe, non, parce que je vous regardais, je me dis, non, mais un philosophe, est-ce que pour un philosophe, 140 signes, c'est suffisant? Ah, c'est un bel exercice, je trouve, de pensée brève. L'aphorisme est un grand moment pour la philosophie. Il y en a des très très drôles. Hein. Je ne sais pas, oui. Ah oui, il y en a des très très drôles. Nietzsche a écrit beaucoup d'aphorismes. Vous savez, au départ, Humain trop humain, c'était vraiment des petits textes comme ça. Et puis après, des textes de moins en moins longs, puis après des aphorismes. Et je trouve que c'est une contrainte intéressante. On doit pouvoir dire d'un grand livre, d'un gros livre, ce qu'il défend comme thèse en 30 secondes. Tu vois, on m'a fait une émission extrêmement intéressante. C'était 1 minute, le concept. Et c'était 30 secondes pour dire ce qu'on avait déjà écrit. Moi, à l'époque, j'avais dû écrire une trentaine ou une quarantaine de livres. Et puis, les autres 30 secondes, c'était pour le livre qu'on venait de faire paraître. J'ai trouvé ça extrêmement ridicule. Puis après, je me suis dit, mais c'est vraiment très bien. Parce que j'apprenais à l'époque à mes élèves l'art de la synthèse. Et je me dis, mais si je ne suis pas capable, moi, de synthétiser, ben voilà. Donc, enfin, 140 vous êtes un homme de livres, un homme d'idées, un homme de concepts, un homme du temps aussi. C'est vrai. Un philosophe, c'est le temps. Alors, bon, ça paraît... Non, le problème, c'est que les journalistes ne lisent pas les livres, mais lisent les tweets. Et donc, on a intérêt, en 140 signes, à éventuellement leur donner envie de lire un livre ou d'aller voir un peu plus loin. Mais c'est violent aussi, 140 signes, parce que ça va vite, on est dans l'élision, on est dans le clin d'œil parfois. Et puis on est dans la vie, vous donnez votre avis vite sur tout. Oui. Sur tout vous touche. Non, pas sur tout. Oui, tout me touche. Tout vous touche. Sauf le sport. Mais le matin, quand je me réveille, vous savez, la phrase de Hegel, la prière du matin, Hegel dirait la prière du matin, c'est de prendre son iPhone et puis de regarder les infos. Et il y a effectivement des agacements, des énervements ou des réactions, et on les donne, quoi, parce que c'est aussi une communauté, Twitter. Donc il y a des amis, il n'y a pas que des amis, j'ai plus de 45 000 personnes qui me suivent. 45,7 millions, 1000 abonnés, non, c'est qu'à 1000, on m'a expliqué ce que ça voulait dire. Oui, et donc il n'y a pas que des amis. Oui, bien sûr, vous n'avez pas que des amis. Mais ça fait une communauté, oui, parce qu'il y a des gens qui attendent, des snipers qui attendent là. Mais il y a aussi des gens qui sont preneurs, et moi j'aime les communautés philosophique. Vous aimez toutes les communautés et vous avez d'ailleurs un esprit très, très ouvert, très populaire. C'est vous qui avez créé et vous êtes très actif dans ces universités populaires. Il y en a 2. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des espèces de tribunes ouvertes à tous, gratuites?
Pas de notes? On est tous bénévoles et c'est gratuit. Et effectivement, cette année, on redémarre lundi prochain. Là, on a une vingtaine de séminaires. Ça va de la psychanalyse à la politique, en passant par la psychologie, l'art contemporain, le cinéma. Moi, j'enseigne une contre-histoire de la philosophie. Il faut quand même dire, vous étiez prof de philosophie dans un lycée technique, vous avez donné votre DEM et vous avez ouvert ces universités populaires. Voilà, j'ai créé cette université populaire en pensant qu'il fallait que la culture aille au peuple, disons-le comme ça. Parce que Le Pen venait d'arriver au second tour des présidentielles à cette époque-là, et plutôt que de râler en disant le peuple est fasciste, etc., je disais mais faisons des choses pour éviter ce genre de choses. Et éduquons le peuple. Et il y a eu des universités. Les gens viennent. Moi, j'ai 1000 personnes. Moi, j'ai entre 800 et 1000 personnes à chacun de mes cours, 21 fois dans l'année, entre mi-novembre et mi-mai. Et il y a plein de gens passionnés qui viennent de très loin, qui traversent les océans. J'ai un chirurgien qui est venu un jour qui m'a demandé de lui signer un petit mot pour son patron, parce qu'il venait du Canada ou d'Amérique du Sud, etc. Parce que je pense que la philosophie doit être claire, elle doit intéresser tout le monde. Quand elle peut intéresser tout le monde, elle doit toucher tout le monde. Et ça se passe comme ça avec tous mes amis, parce que je ne suis pas tout seul, c'est tous mes amis de l'Université populaire de Caen, oui. Je me suis demandé si c'est parce que vous aviez eu un papa, un père ouvrier agricole et une maman femme de ménage que vous aviez été du côté du peuple. Ça a une incidence, mais... Oui, vous avez absolument raison, c'est ça, c'est ma fidélité à ce monde-là. À l'opposé d'un BHL, par exemple, qui est aussi... Non, c'est vrai, on peut... À l'opposé, absolument. Alors, c'est la pauvreté, oui, c'est la misère. On a eu faim, on vivait dans 17 mètres carrés à 4, il n'y avait pas de... Enfin, je ne vais pas faire du Zola, mais pas de bibliothèque, pas de vacances, pas d'opéra, pas de cinéma, rien de tout ça. Et puis je suis devenu ce que je suis devenu, et je pense que ça crée des... C'est ça qui vous... Oui, j'ai été sauvé, moi, par la philo. Donc j'ai envie de sauver des gens avec la philosophie. Je suis sûre que vous y arrivez. Alors, Michel Onfray, vous êtes en Israël, vous avez été également en Cisjordanie, vous avez été invité, entre autres, par l'Institut français et puis par l'Institut international des droits de l'homme et de la paix basé au Calvados. Comment s'est passé votre voyage? Vous avez été des deux côtés. Vous êtes revenu abattu ou optimiste? Les deux. Abattu parce que j'ai eu l'impression, dans le voyage qui a été fait, d'assister à un voyage en Union soviétique avec des militants du Parti communiste qui m'expliquaient ce qu'il fallait voir, etc. Alors j'ai commencé à adhérer, puis après je me suis dit, si je fais un peu fonctionner mon esprit critique, ce qu'on est en train de me raconter n'est pas juste. Et je me suis dit, il va falloir faire un travail personnel, vraiment un travail de démontage des mythes de part et d'autre. Alors justement, enfin non, là c'est pas un mythe, c'est une réalité. Parmi les villes que vous avez visitées, vous avez été à Hebron, en Cisjordanie, et notre journaliste David Gombin vous a suivi. On va regarder son reportage et on parle après si vous voulez bien. Hebron, une ville de Cisjordanie qui, à elle seule, pourrait résumer l'inextricable du conflit israélo-palestinien. Cette ville sainte pour les musulmans comme pour les juifs est habitée par 163 000 Palestiniens et par 750 juifs. Une population minoritaire qui vit sous haute protection militaire et policière dans une zone interdite d'accès aux Palestiniens. Le philosophe Michel Onfray y accompagne un groupe de juristes guidés par le docteur Anwar Abou Aïcha, ancien ministre palestinien de la culture et professeur de droit à l'université Al-Quds de Jérusalem. Moi je vois ce que je vois pas ce qu'on me demande de voir. Donc j'essaie de faire fonctionner mon esprit critique et je vois qu'il y a une tension, ça c'est évident. Et de tout le programme, c'est peut-être cette visite-là qui percute le plus sa vision de la Confédération. Je pense vraiment que c'est Darwin qui nous explique les choses. On est dans une logique de territoire, c'est de l'éthologie. On nous le dit tellement qu'en disant ici c'est israélien, ici c'est palestinien, ici interdit de passer, ici autorisation de passer. C'est comme si chacun voulait marquer son territoire sans avoir envie de partager ce territoire. On a l'impression d'une cour de récréation. Nous arrivons au site qui depuis des siècles fait l'objet de toutes les tensions. Le tombeau des patriarches où reposeraient selon la tradition Adam et Ève, Abraham et Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob et Léa. Un site sacré divisé entre zones de prière pour juifs et zone de prière pour musulmans. Ce lieu, théâtre de nombreux massacres, est chargé d'histoire donc. Une histoire difficilement compréhensible pour le philosophe. Ça fait de la peine, quoi. Je trouve juste que quand on arrive de son Occident, avec les valeurs de Descartes, de raison, la Révolution française, etc., on a juste envie que les gens s'arrêtent et parlent, quoi. Et moi, j'ai toujours joué les peuples contre les gouvernants. C'est pas Israël contre la Palestine, ce sont les peuples palestiniens, les peuples israéliens ensemble contre les gouvernements israéliens et les gouvernements palestiniens qui, eux, ont toujours intérêt à faire monter la pression parce qu'il y a des armes, il y a de l'argent. L'Europe a donné beaucoup d'argent à la cause palestinienne. Cet argent, il a pas mal disparu. Il n'a pas servi la cause palestinienne. Il se retrouve dans les comptes en banque de la veuve de Yasser Arafat en Suisse. On sait bien toutes ces choses-là.
Michel Onfray, ça c'est à Hebron, vous avez été à Bethléem, vous avez été à Jérusalem, vous allez aller à Tel Aviv. On vous sent amer, lucide? Lucide, je ne sais pas, c'est vous qui pouvez me dire. Amer, oui, un peu. Je pense effectivement que les peuples font les frais de tout ça et que l'idéologie fait encore la loi. On se disait tout à l'heure, vous et moi, qu'effectivement, il y avait des... on m'a invité à voir des choses. Je dis, mais laissez-moi voir tout seul, je suis un grand garçon, je suis capable de voir. On me dit, vous allez voir, il va se passer ceci, il va se passer cela, etc. Et hier, j'étais à Jérusalem, j'ai fait une conférence et ça a été exactement la même chose, avec une espèce d'incapacité pour les deux camps à se parler, à se regarder, à s'entendre, y compris chez les gens qui prétendent vouloir la paix. Donc je dis, on ne peut pas dire qu'on veut la paix quand on est en train de dire de l'autre qu'il est un ennemi, qu'il ne faut pas le regarder parce qu'il va nous mettre une balle entre les deux yeux et que. Je dis, mais arrêtez vos mythologies aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a rien. Je dis juste que si vraiment on veut la paix, ça se fait avec ses ennemis, la paix. Ça ne se fait pas avec les amis. Donc, optimiste, oui, parce que je pense que toutes les solutions n'ont pas été encore examinées. On est encore dans une vieille logique nationale, nationaliste, sartrienne, Frantz Fanon, etc. Les États, les drapeaux, les deux États, etc. Sartre qui fait toujours la loi finalement dans les cerveaux. Moi ce que j'aime c'est Camus et c'est plutôt la confédération, c'est la possibilité de penser. Oui, c'est ce que vous dites dans l'interview accordée à David. Vous dites alors voilà, moi je suis pour que les peuples soient contre les gouvernements. Bon, maintenant ça c'est une idée philosophique. Dans les faits c'est pas si simple que ça. Le sionisme est une idée philosophique aussi, le terrorisme est une idée philosophique aussi. Toutes ces idées philosophiques produisent des effets, vous savez. Michel Onfray, il y a 2 ans, vous avez été pris dans une tourmente justement par rapport à vos positions et sur Israël. Vous aviez publié un texte sur votre site, on va le lire à l'écran qui est là. Alors, vous disiez, je n'ai pas à être contre ou pour Israël. Israël existe, c'est un fait historique. Et puis ensuite, vous avez expliqué de façon philosophique justement cette dualité, c'est-à-dire l'être d'Israël et en même temps la souffrance palestinienne. Est-ce que vous pensez que la philosophie peut régler des choses sur le terrain? Bien sûr que oui. Sinon, je ne serais pas philosophe et puis je ne viendrai pas sur le terrain non plus. Je pense qu'il y a des possibilités pour la paix et qu'elles n'ont pas toutes été examinées. Le grand penseur de la paix est normand, c'est l'abbé de Saint-Pierre, qui est à l'origine d'un projet de paix perpétuelle que Kant a repris. Et aujourd'hui, on cite beaucoup Kant. Mais ça reste quelque chose d'actualité, la paix. Je pense vraiment qu'elle est susceptible d'être... Bien sûr que ça reste d'actualité. Bien sûr. Non, mais après la guerre... Moi, je ne dis pas ça comme d'aucuns qui le disent en faisant de telle sorte que la guerre continue, parce qu'il y a aussi des gens qui ont intérêt à dire qu'ils veulent la paix et qui ont aussi intérêt à faire de telle sorte que... Deux peuples, une seule terre. La philo, elle fait quoi là-dedans? Et elle dit partager la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis d'ici, je ne suis pas d'ailleurs. Si je suis ici, vous n'y êtes pas, etc. Moi, je suis normand. Et la personne qui a écrit le mieux sur la Normandie, c'était Léopold Sédar Senghor, sénégalais, qui a fini ses jours, qui est enterré d'ailleurs sur cette terre de Normandie, parce que être normand, c'est pas dire moi mes ancêtres l'étaient. Moi ça va, il n'y a pas de problème, mes ancêtres ils sont normands depuis 10 siècles. Donc je peux aussi jouer la carte du sang. Je dis simplement que est normand quiconque aime la Normandie. Si on fait ça exactement avec tous les pays, et français quiconque aime la France, c'est exactement la même chose. Cette terre, elle est à ceux qui l'aiment. Pas à ceux qui prétendent la détenir avec un ordre d'ancienneté archéologique ou avec un ordre d'ancienneté théologique. C'est pas mon problème de savoir qui est de la poule et de l'œuf parce qu'on en est là. Non, nous on est la poule, donc nous on est l'œuf, on était là avant vous, donc il faut arrêter ça. Et si on veut la paix, justement, on arrête le passé. On arrête de penser dans ces termes-là. Je pense que Jérusalem est une terre de passé. Et je pense que Tel Aviv est une terre de présent, donc de futur. Et que c'est peut-être ici que la paix peut se penser, justement à partir d'un autre mode que le vieux mode jacobin, robespierriste, sartrien, néo-marxiste, en fait. Si on veut une solution, elle peut être confédérale. Et je renvoie à Camus qui pensait la guerre d'Algérie dans ces termes. Il y a un État binational, par exemple? C'est même pas un État binational. C'est une espèce de confédération qui permet à chacun de fonctionner de manière autogestionnaire. C'est-à-dire la commune est le lieu de base. C'est un communalisme qu'il faut réaliser, ce n'est pas un étatisme. Il ne faut pas réaliser des États, il faut réaliser des communautés qui soient capables de s'associer, de se fédérer, parce que tout le monde est chez tout le monde. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire 2 États? Il y aura encore des étrangers dans cet autre État. Parce que les Palestiniens veulent peut-être leur terre, leur État, et puis parce que les Israéliens ont droit un également État avec des État. fédérations de petits villages qui permettent au pouvoir, non pas d'être un pouvoir étatique, mais d'être un pouvoir communal. L'État doit pouvoir garantir le pouvoir communal, autogestionnaire, fédéré, coopératif, mutualiste. Autogestionnaire, j'adore vous entendre. Oui, ça se dit c'est plus. des grands concepts libertaires des années 60, absolument, et je 70. pense qu'on n'a pas abordé de façon libertaire la question israélo-palestinienne. On ne l'a pas abordée. On l'a abordée de manière marxiste, on l'a abordée de manière
libéral, disons-le comme ça. On ne l'a pas abordé de manière libertaire. Moi, je renvoie à Camus qui a abordé la question de la guerre d'Algérie en libertaire. Tout ça a été laminé par Sartre et les Sartriens. On n'a jamais voulu voir ce que Camus avait proposé. C'est un modèle qui pourrait fonctionner ici, pour cette terre, avec ces gens, avec ces peuples, qui sont les mêmes, qui sont des peuples frères et qui n'ont envie que de s'entendre. Il y a une petite poignée de gens qui ont envie de la guerre et qui mettent de l'huile sur le feu en permanence. Une sacrée guerre quand même cet été. Oui, bien sûr. Je ne suis même pas bien sûr que ce soit une guerre. C'est un passage à tabac. La guerre suppose des individus à peu près équilibrés. Et tout est. C'est pas une guerre que de balancer quasiment des bombes atomiques sur des gamins qui lancent des pierres. Donc c'est pas une guerre, ça. On resterait des heures. On n'a pas parlé de la gourmandise, d'idolâtrie. On n'a parlé ni d'hédonisme, ni de libertinage. Merci beaucoup. On vous recevra une autre fois. Merci beaucoup d'avoir été dans le Culture Mag. À demain, même heure, juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.